première vidéo d'une série de 2 consacrée à l'exercice 4 du dernier devoir surveillé. Alors c'est un exercice de probabilité qui n'est pas forcément évident, donc j'ai préféré découper sa résolution en 2 vidéos. Dans la première, on va prendre le temps de bien lire l'énoncé, de bien comprendre ce qui se passe, et on va traiter un cas particulier. Et dans une deuxième vidéo, on s'occupera du cas général qui, comme vous en doutez, va être plus compliqué à traiter. Alors, dans un premier temps, prenons le temps de bien lire l'énoncé. C'est un travail qu'il faut bien faire quand on a un exercice de probabilité. Dès qu'on a une situation un petit peu complexe qui est décrite, il faut bien prendre le temps de repérer les points importants. Donc là, je vais faire une lecture pas à pas de l'énoncé pour vous apprendre à bien comprendre ce qu'il faut repérer. Alors, donc on nous dit déjà que dans cet exercice, n est un entier supérieur ou égal à 2. C'est quelque chose d'important, donc n jusqu'au bout sera un entier plus grand que 2 qui va être fixé. On a n qui est un nombre fixé. Ensuite, on nous dit qu'on a une pièce de monnaie qui va être équilibrée. Ça c'est important, donc on a autant de chances d'obtenir pile ou face avec cette pièce de monnaie. Donc on a une pièce de monnaie et on nous dit aussi qu'on a des urnes qui vont s'appeler U1, U2 jusqu'à UN. Donc il y a n urnes, où n c'est le nombre qu'on a fixé juste avant. Et on nous dit que ces urnes ont une certaine composition. Donc l'urne UI, quel que soit I entre 1 et N, contient N boules. C'est-à-dire que toutes les urnes contiennent le même nombre de boules. Par contre, ces boules ne sont pas toutes de la même couleur, et on nous précise seulement que parmi ces N boules, I sont blanches. Donc dans l'urne UI, il y a I boules blanches. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'urne 1, il y a une boule blanche, dans l'urne 2, il y a 2 boules blanches, dans l'urne 3, il y a 3 boules blanches, etc. Voilà, donc ça c'est pour les objets qu'on va utiliser, donc on a une pièce et n urnes. Et après, on va passer à la description de l'expérience aléatoire en tant que telle. On nous dit qu'elle consiste en 2 étapes. Alors ça n'a l'air de rien, mais c'est important de bien comprendre ça. Alors déjà parce qu'il va y avoir 2 étapes, mais surtout ça doit nous mettre sur la piste de l'outil principal qu'on utilisera, que ce soit dans le cas particulier ou dans le cas général. Dès qu'il y a plusieurs étapes à l'expérience aléatoire, il y a de fortes chances qu'on parle à un moment de formule des probabilités totales. Et vous allez voir qu'en effet c'est le cas. Puisque pour savoir ce qui se passe lors de la deuxième étape, on a besoin de savoir ce qui s'est passé lors de la première. Alors, première étape, on nous dit qu'on lance n fois de suite la pièce. Donc on a n lancé de cette pièce. Ça c'est assez simple à comprendre. Et par contre quelque chose qui est moins évident, on nous parle ensuite de la longueur de la première série. Et on nous explique bien ce que c'est, on nous explique explicitement ce que c'est, puis après on donne 2 exemples pour être sûr que le candidat, que l'élève a bien compris ce qui est raconté, donc ce qu'est cette longueur de la première série. Alors la longueur de la première série, c'est le nombre de lancers consécutifs qui donne le même résultat que le premier lancer. Et on nous donne 2 exemples pour bien comprendre ça. On nous dit que si on obtient pile, pile, face, 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 pile, la première série est de longueur 2. En effet, on a obtenu les 2 premiers lancers ont donné pile, puis ensuite, on n'a pas obtenu pile. Donc les 2 premiers lancers ont donné la même chose, mais pas le troisième. Donc la première série est de longueur 2. Je donne un autre exemple. Deuxième exemple, on a obtenu face, puis immédiatement après, on n'a pas obtenu face. Donc ça veut dire que la première série est de longueur 1. Voilà, donc cette notion n'est pas standard, elle n'est pas extrêmement simple, mais avec sa description et les 2 exemples, on doit bien comprendre ce que signifie longueur de la première série. Et une fois qu'on a compris ça, on peut réutiliser cette notion dans les justifications dans l'exercice. Voilà, donc ça c'est pour la première étape. Première étape, on lance n fois de suite la pièce et on compte combien de fois on a obtenu le même résultat que le premier résultat. C'est ce qu'on appelle la longueur de la première série. Et dans un deuxième temps, on peut passer à la deuxième étape. On a, si la première série est de longueur i, on va tirer une boule dans l'urne UI. Donc par exemple, si on a obtenu une première série qui était de longueur 2, comme c'est le cas dans le premier exemple au-dessus,
on fait un tirage d'une boule dans l'urne U2. Voilà, donc voilà pour ces deux étapes. Ensuite, on nous donne des notations pour différents événements, donc des choses assez standards. Et le but de l'exercice est de déterminer la probabilité de cet événement B, la probabilité de l'événement, la boule tirée est blanche. Donc il y a une boule qui est tirée après avoir fait tous les lancers de pièces, et on se demande la probabilité que la boule tirée soit blanche. Donc voilà pour la lecture de l'énoncé. Et c'est important de faire ce travail-là, de prendre le temps, de ne pas aller trop vite pour ne pas laisser passer une information importante, prendre le temps de bien comprendre l'énoncé. Ici, c'est ni extrêmement compliqué, ni complètement évident. Donc il faut prendre le temps pour être sûr de bien avoir compris, et pour ensuite pouvoir attaquer la résolution de l'exercice. Alors, donc ici, on va, dans cette vidéo, maintenant s'attarder sur un cas particulier pour ensuite passer au cas général, dans l'autre vidéo. Cette structure est assez fréquente. Le cas particulier, dans ce genre d'exercice, il est là pour avoir des questions un peu plus simples en début d'exercice, mais aussi pour essayer de vous donner des pistes pour ensuite pouvoir traiter le cas général, puisque vous allez voir qu'on va utiliser les mêmes arguments euh, avec une version plus compliquée dans le cas général. Alors, donc maintenant, on va s'attarder sur un cas particulier. On nous dit qu'on va regarder ce qui se passe quand n vaut 3. Alors déjà, on va prendre le temps de voir ce qui se passe quand n vaut 3. On a 3 lancers de pièces. Donc, voilà, donc on lance 3 fois la pièce. Ensuite, dans ce cas-là, on nous dit qu'il y a 3 urnes. On a U1, U2 et U3. On a dans ces urnes, dans l'urne 1, on a une boule blanche. Dans l'urne 2, on a 2 boules blanches. Et dans l'urne 3, on a 3 boules blanches. Et les autres boules, bon, on ne nous dit pas, donne pas leur couleur. On va dire qu'elles sont toutes vertes, ça ne change rien pour l'exercice. Mais ce qui est important, il faut rappeler qu'il y a le même nombre de boules dans chacune des urnes. Donc il y a toujours 3 boules dans les urnes, c'est simplement que dans l'urne 1, il y a une boule blanche, dans l'urne 2, il y a 2 boules blanches, et dans l'urne 3, il y a 3 boules blanches, donc il n'y a que des boules blanches. Voilà. Alors, ensuite, on veut calculer P de B. Donc la probabilité que lors de la deuxième étape, on obtienne une boule blanche. Donc là, quand vous avez ce genre d'exercice, vous devez tout de suite penser à la formule des probabilités totales. Parce que pour pouvoir évaluer la probabilité de tirer une boule blanche, on a besoin de savoir dans quelle urne se fait le tirage. Par exemple, si je sais que je fais le tirage en urne 1, la probabilité d'obtenir une boule blanche est facile à trouver. C'est une chance sur 3. Pareil dans l'urne 2, dans l'urne 3. Donc P de B, on n'y a pas accès directement, mais P de B sachant U1, P de B sachant U2 et P de B sachant U3, pardon, excusez-moi, on va prendre les notations d'énoncé, P de B sachant A1, P de B sachant A2 et P de B sachant A3, on y a accès facilement. C'est des choses qu'on peut directement donner en lisant l'énoncé. Donc tout ça, ça doit nous faire penser à la formule des probabilités totales que j'ai écrite ici. A1, A2, A3 est un système complet d'événements. Alors je ne l'ai pas réécrit ici, mais c'était aussi une question de l'énoncé, puisque lorsqu'on lance 3 pièces, la première série peut être soit de longueur 1, soit de longueur 2, soit de longueur 3, mais ça ne peut pas être autre chose, et deux de ces 3 possibilités ne peuvent pas se produire en même temps. Donc on a bien un système complet d'événements. Et si on applique la formule des probabilités totales pour calculer P de B dans ce système complet d'événements, on va obtenir cette expression-là. On a exprimé P de B en fonction de 6 probabilités et probabilités conditionnelles qu'on va calculer ensuite. Et ce qui nous donnera au final le résultat. Donc on a besoin de calculer P de B sachant 1, sachant A2, sachant A3, donc ça on a déjà dit avant comment on allait les calculer, et on a aussi besoin de calculer P de A1, P de A2 et P de A3. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, P de B sachant A1, c'est la probabilité d'obtenir une boule blanche sachant que la première série était de longueur 1, mais ça c'est une chance sur 3. Pareil pour P de B sachant A2, c'est 2 chances sur 3, et pour P de B sachant A3, c'est 3 chances sur 3, c'est-à-dire 1. Alors pourquoi ça? Parce que l'urne I contient
3 boules, et toutes les zones contiennent 3 boules, on l'a vu sur notre schéma avant, et sur ces 3 boules, il y en a I qui sont blanches. Donc autrement dit, dans l'urne 1, il y a une boule blanche, dans l'urne 2, il y a 2 boules blanches, et dans l'urne 3, il y a 3 boules blanches. Donc tout ça, ça nous donne les 3 probabilités qui sont ici. Et on utilise aussi au passage le fait que si la première série est de longueur I lors du lancer de pièces, on fait le tirage dans l'urne UI. Donc déjà, ça nous permet de compléter un petit peu ce qu'on a obtenu là. Donc là, on va avoir un tiers, P de B sachant 2, ça va être 2 tiers, et P de B sachant 3 va être 3 tiers. Et il reste maintenant à calculer les 3 autres probabilités. Donc P de A1, P de A2, P de A3. Alors, donc là c'est pareil, dans l'énoncé, il y avait des questions intermédiaires qui permettaient de quitter tout ça, mais là on va tout refaire. Alors, donc on cherche par exemple la probabilité de... On va commencer par la probabilité de A. Donc la probabilité que la première série de lancer de pièces soit de longueur 1. Alors, vous allez voir que ce qu'on va faire ici, dans le cas particulier, et ce qu'on fera ensuite dans l'autre vidéo dans le cas général, c'est très très standard, c'est quasiment tout le temps la même chose. On commence par exprimer l'événement dont on cherche à calculer la probabilité en fonction d'événements plus simples, obtenir pile au premier lancer, face au deuxième lancer, etc., ce genre de choses. Et ensuite, on va obtenir, on pourrait presque parler de triptyque, puisqu'on va utiliser les 3 mêmes arguments quasiment à chaque fois. C'est de l'incompatibilité, de l'indépendance, et le fait que la pièce soit équilibrée ou pas suivant les exercices. Et c'est ce qu'on va faire ici. Alors, on va commencer par exprimer A1 en fonction d'événements simples. Alors, A1, c'est l'événement, la première série est de longueur 1. Alors, pour avoir une première série de longueur 1, on doit avoir un premier résultat lors du premier lancer de pièce, et immédiatement après, on doit avoir le résultat inverse. Pour avoir une série de longueur 1, les 2 premiers lancers doivent donner des résultats opposés. Voilà. Donc pendant qu'on a fait ça, on va pouvoir calculer la probabilité de cet événement. Et comme je vous dis, on va utiliser les 3 arguments, incompatibilité, indépendance, et la probabilité de la pièce, la probabilité que la pièce donne pile ou face. Alors, premier argument, on a une réunion, et il se trouve que dans cette réunion, les 2 événements sont incompatibles. Voilà, ça c'est le premier argument. Ensuite, on se rend compte qu'on a 2 probabilités d'intersection, qu'on va pouvoir calculer en utilisant de l'indépendance. Donc là, c'est bien le cas, hein, puisque quand on lance 2 fois de suite une même pièce, les événements qui décrivent des résultats sur un des deux, sur 2 lancers différents, vont être indépendants. Hein. Et le dernier argument à donner, c'est que toutes les probabilités qui apparaissent ici sont toutes sont toutes égales à 1,5. Car, et donc là il faut bien le dire, au moins une fois dans l'exercice, car la pièce est équilibrée. Voilà, donc dans tous ces exercices où on nous parle de succession de pile ou face, très souvent quand on veut calculer la probabilité d'un événement, on le décompose en fonction des différents résultats qu'on peut obtenir,
Et on va utiliser ces trois arguments, incompatibilité, puis indépendance, puis le fait que la pièce soit équilibrée ou peut-être qu'elle est truquée d'une certaine manière. Voilà, donc on a trouvé P de A1, qui vaut donc 1,5. Et ensuite, pour calculer, on peut faire comme tout à l'heure, on va remplacer, donc on a calculé P de A1. Ensuite, pour calculer P de A2 et P de A3, on va faire la même chose. Pour avoir, mais donc là, je ne vais pas tout redétailler, tout est écrit, pour calculer par exemple P de A2, on commence par voir ce qu'est l'événement A2, comment est-ce qu'on le décompose en fonction de P1, P2, P3, etc. Donc on obtient une première série de longueur 2, si et seulement si les deux premiers résultats sont les mêmes et que le troisième est différent. Donc il n'y a que deux possibilités dans ce cas-là, soit on fait pile, pile, puis face, ou face, face, puis pile. C'est ce qui est écrit ici. Et ensuite, on va utiliser exactement les trois mêmes arguments, incompatibilité, indépendance, et le fait que la pièce soit équilibrée. Donc là, je ne redonne pas les arguments parce que ce sont vraiment les mêmes. Et vous pouvez faire la même chose, vous pouvez écrire sur une copie d'eux-mêmes, si vous avez bien expliqué avant. Et on va trouver que P de A2 est égal à 1 quart. Alors, pour calculer P de A3, on pourrait faire la même chose, réutiliser les mêmes arguments, mais on peut aussi aller un peu plus vite en se rappelant que A1, A2, A3 est un système complet d'événements, donc la probabilité de A3, c'est 1 moins la somme des probabilités des deux précédentes probabilités. Donc on va trouver 1 moins 1 demi moins 1 quart, et on va trouver que P de A3 vaut 1 quart. Et tout ça va nous permettre de compléter ce qu'on a fait là. On a dit que P de A2 valait 1 quart, P de A3 valait 1 quart, et après un calcul, là on n'a plus que des calculs élémentaires sur les fractions, on va trouver que P de B est bien égal à 7/12. Voilà, donc bien retenir, donc, il y a deux arguments principaux dans cette question, la formule des probabilités totales, mais ça doit être immédiat vu la description de l'énoncé. Et une fois qu'on a fait ça, on voit quelle probabilité on va devoir calculer. Certaines se trouvent directement en comprenant l'énoncé. C'était le cas des trois probabilités conditionnelles. Et les trois autres, dans cet exercice, se calculaient avec une méthode très standard. On décompose l'événement qui nous intéresse sous forme d'intersection de réunion d'événements plus simples pour ensuite utiliser de l'incompatibilité, de l'indépendance. Peut-être parfois il peut y avoir une des étapes qui n'était pas utilisée, puis le fait que la pièce soit équilibrée ici, ce qui faisait que toutes les probabilités étaient égales à 1/2.